Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, mais aussi sur les réseaux sociaux de Bismart. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Ce sera l'occasion de se demander un petit peu quels sont les grands enjeux pour l'année 2024 et surtout de revenir sur cette autorisation potentiellement imminente de la SEC en ce qui concerne les ETF Bitcoin Spot. Nous ferons le point dans un instant avec Raphaël Bloch, cofondateur de The Big Whale. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à un premier bilan de l'année boursière 2023 avec Antoine Andréani, analyste senior chez XTB France, mais aussi Olivier Maltès, directeur des investissements de Yomoni. Et nous en profiterons pour regarder si le profil des investisseurs sur les marchés financiers a évolué, a-t-il peut-être également rajeuni? C'est en tout cas ce que disent plusieurs associations d'investisseurs. Nous leur poserons la question et nous tenterons de comprendre quels sont les nouveaux comportements des investisseurs sur les marchés financiers. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous aurons le plaisir de retrouver Vincent Danis, président de Savignan, avec qui nous nous demanderons quelle stratégie mettre en place vis-à-vis de l'immobilier et peut-être plus particulièrement de la SCPI dans la gestion de son patrimoine. On se retrouve tout de suite sur le plateau Smart Patrimoine. Et c'est parti pour l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Première émission que nous tournons depuis la rentrée 2024. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Raphaël Bloch. Bonjour Raphaël. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes cofondateur de The Big Whale. Bonne année. On souhaite également une bonne année également aux crypto-monnaies ou aux actualités en lien avec les crypto-actifs ou crypto-monnaies. Deux questions aujourd'hui. Quels sont les enjeux Bitcoin ou crypto pour l'année 2024 et plus spécifiquement dans l'actualité aujourd'hui, le monde crypto regarde quand même de près depuis plusieurs semaines une potentielle autorisation de la SEC vis-à-vis d'ETF Bitcoin Spot. L'histoire n'a pas forcément très bien commencé puisque la SEC était plutôt réticente au début. Puis on s'est rendu compte que légalement elle ne pouvait pas totalement les interdire et maintenant on anticipe une autorisation imminente et on voit plusieurs grands noms de la finance qui se sont engouffrés dans la brèche. Est-ce qu'on va voir des grands noms de la finance comme BlackRock ou Fidelity potentiellement demain proposer des ETF Bitcoin Spot, Raphaël Bloch? Alors oui, c'est effectivement le gros dossier. Si on prend un peu de recul, c'est vrai que 2024 s'annonce comme une année particulièrement chargée concernant les cryptos, mais effectivement ça a démarré en trombe en 2024, même si le dossier a démarré déjà depuis plusieurs mois avec effectivement le dépôt par des acteurs aussi incontournables que BlackRock, Fidelity ou VanEck aux États-Unis. Donc de dossiers pour avoir donc des ETF Bitcoin Spot, donc au comptant, c'est-à-dire de vrais Bitcoin. Et c'est là la grande révolution, c'est-à-dire que des ETF Bitcoin, il en existe, mais qui sont effectivement au jour le jour ou même à la minute ou à la seconde en lien avec le cours de Bitcoin. Ça n'existe pas encore aujourd'hui. Non, et surtout en fait des produits financiers donc qui sont vraiment basés, avec des opérations qui sont exécutées avec des vrais Bitcoins. Ce qui est intéressant, c'est que cette histoire elle a démarré il y a presque 10 ans. Alors, on ne va pas refaire la décennie qui s'est écoulée, mais c'est vrai que des acteurs aux États-Unis ont dès le départ compris que il y avait deux possibilités sur les marchés crypto. Il y avait soit la manière, on va dire, très philosophiquement pure des cryptos, c'est-à-dire de se couper totalement des marchés financiers traditionnels, ou alors, et ça a été le pari de beaucoup d'acteurs, même dans la crypto, comme donc les frères Winklevoss, qui ont dès 2013 donc déposé le premier dossier pour un ETF Bitcoin Spot. D'accord. Évidemment, ça a été rejeté. Plusieurs autres acteurs ont essayé. Et finalement, les choses se sont accélérées vraiment en 2020-2021, où on a bien vu que le sujet du Bitcoin et plus largement des crypto-monnaies devenait beaucoup plus global, que des entreprises, institutions financières s'y mettaient de plus en plus. Et donc là, les choses ont évolué. Et effectivement, il y a une décision de justice en octobre 2023, dans laquelle un acteur pur crypto, un Grayscale, donc qui est un fonds de gestion de crypto-monnaies, a obtenu une décision qui lui est favorable et effectivement qui contraint la SEC à finalement devoir examiner les dossiers concernant des ETF Bitcoin Spot. Et donc c'est pour ça que le pipe, la liste des candidats n'a cessé de s'allonger. Aujourd'hui, il y en a une dizaine. Et effectivement, selon les dernières informations de médias américains, la SEC est censée se prononcer cette semaine, avant mercredi. Alors ça peut être un rejet, mais les acteurs ont revu leur dossier, trouvé des partenaires, donc essayer vraiment de coller aux desiderata de la SEC. Et donc on peut s'attendre à, on va dire, une
une sortie plutôt positive. Est-ce que le fait que des grands noms de la finance traditionnelle déposent des dossiers pour mettre en place des ETF Bitcoin Spot est un indice peut-être sur une potentielle autorisation de la SEC? Alors c'est effectivement ce que beaucoup ont avancé en se disant, quand on s'appelle BlackRock, Fidelity, on n'y va pas pour rien. Voilà, Oui. on ne monte pas au créneau, on ne s'expose pas sans avoir, dira-t-on, quelques garanties, ne serait-ce que parce qu'on travaille sur ces sujets depuis des dizaines d'années, je parle de la finance traditionnelle, Bien sûr. et aussi parce qu'on a les connexions qui permettent globalement de prendre la température, de solliciter quelques conseils et de solliciter quelques retours, notamment de la part d'experts de la SEC, en disant voilà, est-ce qu'il y a possibilité de le faire. Donc c'est effectivement ce qui laisse penser que ça va être positif. Maintenant, il y a aussi quand même le calendrier de la SEC, qui est une autorité indépendante, donc qui est très politique parce que finalement il y a des intérêts financiers et politiques croisés, mais qui prend aussi des décisions de manière souveraine. Et donc là-dessus... et qui n'a pas toujours été pro-crypto-monnaie par le passé. Non, c'est vrai, mais en même temps, c'est ça qui est très intéressant à suivre, c'est qu'il y a des décisions qui paraissent très rationnelles, de la part de la SEC, et d'autres où on a en général du mal à comprendre pourquoi telle ou telle décision. Donc là, sur l'ETF Bitcoin Spot, on peut se dire que ça devrait passer. Maintenant, si ça ne passe pas, c'est peut-être simplement pour le décaler. Peut-être que dans 3 ou 6 mois, d'autres dossiers seront acceptés. Quand on lit les articles, parce qu'il y en a de nombreux sur le sujet, sur une potentielle acceptation de la SEC, on voit quand même que les observateurs estiment qu'il y a 80% de chances que ça passe. C'est trop positif, trop optimiste aujourd'hui ou Non, enfin, moi, à titre personnel, je pense que les dossiers passeront. Alors, est-ce que ce sera en janvier 2024 ou alors en juin 2024 ? Je pense que c'est vraiment une question de temps. Ce qu'on n'arrête pas de dire depuis des mois, c'est que ce n'est pas une question de si oui ou non ça va se faire, c'est plutôt quand. Et donc ce qui est intéressant là, c'est de regarder un peu la composition des dossiers. Et il y a aussi un point qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui donc, vous avez une dizaine d'acteurs, donc, comme BlackRock, Fidelity, qui se positionnent. Et parmi tous ces acteurs, il y en a un seul, et c'est Fidelity, qui va conserver donc, les bitcoins en propre. D'accord. Donc vous allez avoir l'ETF. Et donc, en fonction des volumes investis, donc, il va acheter des bitcoins. Va acheter des bitcoins. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les acteurs ont un partenaire. La plupart travaillent avec Coinbase, qui est aujourd'hui la plus grosse plateforme de crypto-monnaie aux États-Unis. Et il y a Fidelity, qui a fait ce choix à la fois, j'allais dire, marketing et aussi presque politique, de dire en fait nous allons nous-mêmes assurer la conservation des cryptos. Ils ont lancé une filiale Fidelity Digital Asset il y a maintenant 2-3 ans, et donc c'est eux qui vont gérer en propre. Et donc maintenant on est plus dans une bataille où chaque acteur va, au niveau des frais, au niveau de la conservation, essayer de se démarquer. D'accord. Il y en a même qui font des pubs. Donc voilà, on sent bien que le marché est en train de s'organiser, que c'est plus une question de temps pour l'approbation. Dernière question, on est dans une émission qui s'appelle Smart Patrimoine. Avant, quand on voulait investir en Bitcoin, effectivement, on ouvrait son wallet et on achetait des Bitcoins directement ou indirectement. Est-ce que l'arrivée de grands noms du secteur de la finance traditionnelle qui vont proposer des ETF, qui d'ailleurs, on le vend en poupe quand il s'agit d'investir sur les marchés financiers vis-à-vis d'un certain nombre d'investisseurs, est-ce que ça va démocratiser encore plus? Est-ce que ça va changer le comportement des investisseurs vis-à-vis de cet actif? Alors, très clairement, moi je vois deux choses. Ça va à la fois avoir un impact, j'allais dire, sur ceux qui sont déjà investis sur les marchés, parce que vous allez quand même avoir donc, des produits faciles d'accès à des prix plus compétitifs que vous ne les avez aujourd'hui, sauf sur des plateformes comme Binance, Coinbase ou CoinHouse en France. Et puis après, vous allez avoir surtout tous les nouveaux entrants, c'est-à-dire des gens qui regardent, qui sont investis en actions ou sur d'autres choses, qui regardent un peu ces marchés et qui se disent moi passer par un acteur crypto ou alors avoir mon propre wallet, c'est pas tellement mon truc, ça me rassure pas, et puis il y a eu trop de scandales pour que je travaille avec eux. En revanche, travailler avec des acteurs établis avec lesquels je me sens en confiance, là ça peut ouvrir de très importantes perspectives. Et effectivement, personne ne sait combien de centaines de millions ou de milliards vont arriver sur ces ETF si effectivement ils sont approuvés. Mais globalement, quand on regarde les chiffres, on parle de quelques milliards au moins en 2024, ce qui va avoir un effet sur les marchés. Et puis quand les marchés s'emballent, on sait ce que ça peut provoquer, ça peut encore s'accélérer, donc potentiellement encore de nouveaux investisseurs. Donc c'est assez prometteur. Donc des attentes optimistes en tout cas pour l'année 2024. On reparlera peut-être des autres enjeux 2024 ensemble, notamment en matière de réglementation. Merci beaucoup en tout cas Raphaël Bloch de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes cofondateur de The Big Whale. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine.
Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine. L'année 2024 débute tout juste et donc l'heure est au bilan de l'année 2023 et notamment les bilans en termes de performance sur les marchés financiers, mais pas que, aussi de décryptage peut-être des différentes performances. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Antoine Andréani tout d'abord. Bonjour Antoine Andréani. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes analyste senior chez XTB France. Nous avons le plaisir de recevoir également Olivier Malteste. Bonjour Olivier Malteste. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur des investissements chez Yomoni. Alors on va essayer de comprendre ensemble vis-à-vis des marchés actions, dans un premier temps, quelles ont été les performances. Je les ai sous les yeux sur l'année 2023, donc calculé au 1er janvier 2024. On a l'impression que tout allait bien sur les marchés financiers. Au global, quand on regarde les plus grands indices, CAC 40, DAX ou encore à Madrid ou à Milan, les indices sont en positif avec un CAC 40 qui gagne 16,5%. Quand on regarde aux États-Unis, le S&P 500 a progressé de 24%. Olivier Malteste, est-ce que tout va bien dans le meilleur des mondes sur les marchés financiers en 2023? On a quand même eu l'impression qu'il y avait beaucoup d'incertitudes, mais à la fin de l'année, on voit des performances positives. Eh oui. C'est une année qui fait du bien en termes de performance sur les marchés actions. Effectivement, les performances sont très bonnes. On est au-dessus de 20% sur beaucoup de marchés développés. On a des petites déceptions sur les marchés émergents, notamment sur la Chine, mais globalement, les performances sont bonnes. Et comme vous le disiez, même si on revient à fin 2022, on ne s'attendait pas à de telles performances. On avait plutôt des craintes notamment sur économique. Bien sûr. Et au final, l'année s'est bien passée. Des craintes économiques, mais pas que. Antoine Andréani, on a eu effectivement cette crise de l'énergie, on a eu le début d'une guerre sur le début et qui a continué d'ailleurs d'une guerre sur le sol ukrainien, on a eu des hausses de taux, on a eu des matières premières qui ont flambé. Comment expliquer qu'en cette fin d'année 2023, finalement, les marchés financiers ont retrouvé des couleurs, alors que honnêtement, je ne sais pas vous, mais beaucoup ne pariaient pas dessus à fin 2022. C'est un marché qui est extrêmement résilient, il est absolument impressionnant depuis 2009. Donc il a avalé tous les événements de marché sur son passage et en 2024, suite à 2023, il y a eu la guerre, il y a eu un risque géopolitique qui a explosé. 2023 suite à 2022 plutôt. Oui, mais au Moyen-Orient, cette année, on a eu on a eu l'explosion du risque géopolitique, donc ça a été très impressionnant et au final, il avale, il gobe ce marché, les événements de marché sur son passage et il est alimenté, on le sent encore, par des liquidités qui viennent de 2020-2022, de la pandémie. C'est ça l'explication. 12 billions de dollars qui ont été injectés et qui se déplacent dans la tech notamment. La tech, elle a été exceptionnellement, en termes de performance, elle a été exceptionnelle, pardon. Bien sûr. Oui. Et donc, il y a eu la mode de l'intelligence artificielle et donc des bulles qui se développent. Et donc cette année 2023, elle a été impressionnante en termes de performance aussi. C'est là où il faut chercher l'explication, toujours Antoine Andréani, avant d'avoir votre avis Olivier Malteste, mais c'est l'afflux de liquidités toujours qui vient expliquer qu'on gomme les incertitudes et la volatilité qu'on aurait pu attendre sur un marché financier face à la géopolitique et aux sujets économiques. Alors il y a plusieurs facteurs. Il y en a un qui est simple à comprendre, l'autre un peu plus compliqué. Je commence par le complexe. Le marché est drivé à 90% par des algos, pour faire très très simple. Et ces algos aiment shorter l'indice de la volatilité. Ce qui, automatiquement, mécaniquement, comme les deux instruments sont négativement corrélés, on a les actifs risqués qui, eux, montent en parallèle. D'accord. Ça, c'est la version complexe. La version simple, c'est que ces liquidités, elles sont toujours présentes. Les banquiers centraux réduisent leur bilan. Ce qui laisserait entendre normalement qu'il y a moins de liquidités dans le marché quand des banques centrales réduisent leur bilan. Mais ce n'est pas suffisant. C'est ces 12 billions de dollars qui sont partis un peu dans la nature, ils se promènent et ils vont se déplacer de bulle en bulle. Et on a eu par exemple la bulle sur les semi-conducteurs qui s'est un peu plus développée cette année. Et donc là, on peut s'attendre cette année, à une correction. Olivier Malteste, même question. Alors, est-ce que l'explication des performances, donc on parle des performances des indices, c'est ce dont on parle à l'heure actuelle, doit être expliquée en regardant effectivement des secteurs ou de faibles quantités de sociétés qui tireraient le marché. Alors effectivement, vous nous parlez de bulles, Antoine Andréani, on parle de semi-conducteurs, donc en lien avec l'intelligence artificielle, mais ça peut être aussi les entreprises de la tech. Est-ce que c'est là qu'il faut aller chercher une explication derrière un marché un marché qui ne serait pas du tout uniforme quelque part? Oui,
Alors, il y a un marché qui n'est pas uniforme et puis il y a plusieurs raisons. En fait, il y a eu 3 phases de marché sur l'année 2023 qui est effectivement à la fin très positive. On a une période jusqu'à fin juillet qui a été vraiment une période de hausse et ensuite une période plus tendue pendant 3 mois jusqu'au début novembre où là les marchés ont reflué Bien sûr. assez rapidement avant de finaliser par un beau rallye en fin d'année. Et tout ce qui a expliqué la première partie de l'année, il y a effectivement la liquidité, il y a aussi le fait que les résultats d'entreprise ont été bons. Là où on s'inquiétait notamment de la capacité des entreprises à générer et à faire suivre la hausse des prix qu'elles subissaient et à conserver leurs marges. Et ce qui a étonnamment, ce qui a surpris vraiment au début d'année, c'est la capacité des entreprises à conserver leurs marges et à faire passer pratiquement toutes les hausses de prix directement aux consommateurs. Ensuite, on a eu cette aide aussi de l'intelligence artificielle qui a vraiment aidé et qui a aussi développé ce qu'on appelle les 7 magnifiques, avec un marché qui est très concentré, avec des performances très très bonnes sur 7 valeurs aux États-Unis, qui sont les GAFAM plus Tesla et Nvidia. Et qui cache peut-être effectivement une réalité différente derrière. Une réalité différente sur les autres marchés. Donc le marché aujourd'hui n'est pas surévalué dans son ensemble, puisqu'il y a vraiment deux mondes avec à la fois les 7 d'un côté, si on prend le S&P 500 et les 493 autres. Mais c'est aussi la bonne santé des entreprises et la capacité des entreprises à conserver leurs marges globalement. D'accord. Ce qui était vraiment ce qui inquiétait le marché aussi en fin d'année 2022, en se disant devant une telle inflation, on va avoir une baisse de la demande, les entreprises ne vont pas toutes pouvoir passer les prix en essayant de garder du volume. Et au final, tout le monde a été surpris dans la première partie de l'année par vraiment cette résilience au niveau des résultats d'entreprise et des marges. Une question, quand on commentait les marchés financiers en 2023, il y avait quand même un sujet qui revenait régulièrement, c'était les hausses de taux, les futures potentielles hausses de taux, quand est-ce qu'on va aller vers un plateau ou des baisses de taux, et les marchés financiers ont quand même vécu au rythme des annonces des banques centrales, ou en tout cas des gouverneurs des différentes banques centrales. Quand on fait le bilan aujourd'hui, finalement, ce qui est mis en avant, c'est les liquidités et les performances des entreprises. Est-ce que pour autant quand même l'anticipation de pas avoir de nouvelles hausses de taux en 2023, voire plutôt des baisses en 2024, pardon, je me moi aussi, et voir potentiellement des baisses de taux en 2024 ne joue pas quand même sur ce rallye de fin d'année, Olivier Maltès? Si, ça a joué aussi à partir de vraiment début août, où là on a vraiment vu un repli de marché avec des marchés qui ont perdu sur les 3 mois assez rapidement et sur des performances relativement importantes. Et là c'était vraiment cette idée que l'économie, justement, c'est un peu paradoxal, mais l'économie américaine était trop résiliente. Il y avait cette crainte que les banques centrales doivent faire plus. C'est ça, donc en début d'année, les bons résultats d'entreprise, c'était une bonne nouvelle. En milieu d'année, ça voulait dire qu'il n'y avait peut-être pas suffisamment d'impact de la politique monétaire sur l'économie réelle. Exactement, avec cette crainte que l'inflation allait perdurer et que donc du coup les banques centrales allaient devoir faire plus, avec toujours le risque de devoir faire trop, en fait, pour stopper l'économie, à la ralentir, avec ensuite des conséquences qu'on a du mal à arrêter et sur lesquelles après il faut courir pour essayer de calmer le jeu. Et donc ça a expliqué vraiment le retournement de marché qu'on a pu voir sur août, septembre et octobre. Et à partir du 1er novembre, avec Jérôme Powell et la réunion de la Fed du 1er novembre, où là, alors qu'on avait des résultats économiques de croissance américaine qui étaient pratiquement à 5%, ce qui est étonnant, avec l'action des banques centrales justement pour ralentir. Jérôme Powell a rassuré un petit peu tout le monde en disant on fait ce qu'il faut, les niveaux de taux sont relativement élevés, donc sont suffisants pour calmer globalement l'économie, on n'a pas besoin de faire plus. Et c'est ce qui a permis d'avoir ce rallye de fin d'année pratiquement aussi violent que la baisse, et qui nous permet d'avoir environ 20% de manière développée sur les actions développées sur la performance 2023. Donc ce qui a été vraiment clé, c'est vraiment l'action des banques centrales, comme en 2022, toujours en 2023, et les banques centrales vont rester, tant qu'on sera toujours inquiet sur l'inflation et sur l'action des banques centrales, elles resteront au centre du jeu même pour 2024. Mais les marchés actions ont vraiment salué la performance des entreprises dans ce contexte qui était compliqué. Et tout le monde était un peu inquiet et ensuite se sont adaptés en fonction des différents discours des banques centrales. Une question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, on va commencer avec vous, Antoine Andréani. Quand on a donc effectivement un CAC 40, ou même des marchés, des indices au global qui ont tous des performances positives en fin d'année, est-ce qu'on a envie, en tant qu'investisseur, de particulier, intéressé de près ou de loin par la gestion de son patrimoine, de faire de la gestion active ? Bien sûr, oui. Alors, le plus important, c'est d'avoir une méthode simple, basée sur des stratégies simples, l'explorer, l'expérimenter, et une fois qu'on a fait toutes ces étapes, on peut se lancer. Bien sûr qu'on peut. Alors, le réflexe de dire, bon, je mets ça sur un ETF qui réplique le CAC 40 ou le S&P 500, c'est pas suffisant, non ? C'est pas suffisant. Mais par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est super important. 71% des bénéfices, des gains dans le S&P 500 sont drivés par les Magnificent Seven,
Et cette action magnifique, il y a plusieurs... Bien sûr, oui. Idéalement, quand on veut gérer son propre patrimoine, quand on veut se lancer un petit peu dans le trading, c'est mieux de s'orienter vers des actifs techniques, c'est-à-dire très volumineux, grosse capitalisation, et sur lesquels on va pouvoir prévoir, anticiper les mouvements de prix. Et donc ces actions-là, elles ont des tendances fantastiques à la hausse. Vous regardez une action comme Apple, Nvidia, elles sont très très bien structurées, la forme des escaliers vers le haut. Ça, c'est des actions qui sont plus prévisibles que des actions, par exemple, pétrolières qui vont être influencées par du risque géopolitique, par exemple. Donc ce que vous dites, c'est que même quand on fait de la gestion active, on va vers le moteur finalement. On va pas chercher la pépite, on va vers le moteur de croissance, même si c'est parce que c'est ça qui a tiré l'indice entre guillemets en 2023. On va vers les tendances haussières. On va vers un prix qui part d'en bas à gauche du graphique et qui va en haut à droite. Aussi simple que ça. Et si possible en forme d'escalator pour bien, comme ils disent les Anglais, buy the dip, racheter le creux. Olivier Maltès, même question, gestion active vs gestion passive. Quand on voit des indices qui ont cette performance, comment est-ce qu'on arbitre? Quel est votre avis sur le sujet? Chez YoMoney, nous, on promeut les ETF et on promeut la gestion indicielle depuis le début. Donc, je ne vais pas vous surprendre en vous disant que pour nous, c'est toujours gestion indicielle, évidemment. Cette année, on va battre environ 90% des fonds en gestion active équivalent, à profil de risque équivalent par rapport à nos différents profils d'assurance vie. C'est une année qui est très difficile, encore une fois, pour la gestion active, puisqu'effectivement, lorsqu'on n'était pas positionné sur les valeurs qui ont tiré. Alors on part toujours des 7 magnifiques, mais en Europe et sur le CAC 40, c'était pareil avec les valeurs du luxe, notamment en début d'année. Bien sûr. C'est très compliqué d'être gérant actif en ce moment. Donc, d'une manière générale, nous on le voit depuis la création du YoMoney, on bat 98% environ des fonds de gestion active. Il y a les frais qui expliquent cela. Ce qui est très important lorsqu'on est particulier, c'est d'investir régulièrement. On dit toujours, on est toujours du mal de toute façon à estimer ce que fera le marché. On l'a vu sur l'année 2023, où les résultats ont été bien supérieurs à ce que la plupart et la majorité des analystes estimaient en début d'année. L'important, c'est d'épargner régulièrement, d'investir en bourse sur du long terme, lorsqu'on a un horizon d'investissement suffisant. Et pour nous, la gestion indicielle va continuer à surperformer la gestion active dans les prochaines années, c'est sûr. Vous avez anticipé ma dernière question que je vais du coup poser également à Antoine Andréani. Alors on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas quelles seront les performances des marchés en 2024, mais en revanche on peut savoir quels sont les réflexes et les comportements à adopter quand on veut être exposé sur les marchés financiers. Donc vous nous avez parlé du fait d'investir régulièrement. Il y en a d'autres, si on continue avec vous, Olivier Maltès, de réflexes ou à avoir en tête quand on veut investir sur les marchés financiers dans un contexte où les banques centrales vont peut-être baisser leurs taux, où beaucoup pourraient dire l'économie va repartir, tout va bien. Peut-être qu'il faut garder quand même quelque chose. Oui, il faut investir régulièrement. On peut s'attendre à un début d'année certainement plus chahuté que ce qu'on a pu voir l'année dernière. On le voit là sur la première semaine avec des marchés qui baissent un peu, donc qui va donner des opportunités. Et c'est vrai que le réflexe qu'on peut avoir lorsque les marchés baissent, si les marchés baissent, c'est de vouloir retirer, que ce soit ses versements programmés en assurance vie par exemple, ou vouloir retirer son argent, alors que c'est justement le moment où il faut continuer et maintenir. Donc c'est vraiment avoir une philosophie d'investissement et des réflexes d'investissement, comme vous le disiez tout à l'heure, vraiment un plan d'investissement sur le long terme, et puis appeler ses conseillers pour être rassuré, on est inquiet surtout. Appeler des professionnels. Antoine Andréani, même question, quel réflexe avoir en tête quand on veut investir sur les marchés financiers début 2024? Rester simple. Rester simple, oui. Les Américains, ils ont raison. Keep it simple, stupid. C'est un dicton. Il y a une stat qui est très intéressante, c'est aussi un proverbe, qui dit que le plus bas de l'année en bourse est fait dans les premiers mois de l'année. C'est-à-dire que là, normalement, en janvier, février, on va avoir une correction, les prix vont baisser, et après, normalement, la tendance doit partir à la hausse. Et là, on essaie de racheter le creux au fur et à mesure de la tendance. Ça, c'est sur la base de ce qui s'est passé les années précédentes. On ne sait pas si ça va arriver, mais en tout cas, effectivement, statistiquement très, très c'est probable. Comme merci beaucoup, Antoine Andréani. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez XTB France. Merci, Olivier Maltès, directeur des investissements chez YoMoney. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et pour finir Smart Patrimoine, nous avons le plaisir de retrouver Vincent Danis, président de Savignane, dans l'œil du CGP. Bonjour Vincent Danis. Bonjour Nicolas. Ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Patrimoine en ce début d'année 2024. On va essayer de comprendre ensemble quels sont les choix stratégiques à faire lorsque l'on veut investir en immobilier et peut-être plus précisément en SCPI. Est-ce que le comportement change par rapport à l'année, au début d'année 2023, à l'orée de ce qu'on a vu en juillet, août et septembre 2023 justement, Le comportement va nécessairement changer parce qu'on a vécu une année de crise sur l'immobilier de rendement en 2023, crise qui n'est d'ailleurs pas complètement finie
et qui va devoir changer les habitudes peut-être des épargnants, mais à coup sûr des conseillers. D'accord. C'est-à-dire que historiquement, on voyait venir vers la SCPI des gens qui avaient d'abord tâté l'investissement locatif direct, qui avaient découvert que lorsqu'un locataire partait, il perdait immédiatement 100% des revenus. Et puis tout à coup, on leur faisait découvrir la SCPI de rendement, où là, quand il y a un locataire qui s'en va sur les 300 ou 3000 de la SCPI, c'est quasiment $1. Donc l'investisseur trouvait ça très bien, et en plus, il passait de l'immobilier résidentiel, seule classe d'actifs immobilières dans laquelle il était investi, vers de l'immobilier de rendement qui faisait autre chose. Et puis en 2023, patatras, on a vu que l'immobilier qui rapportait du 5 baissait beaucoup plus vite que l'immobilier qui rapportait du 2 ou du 3, qui était l'immobilier résidentiel. On a vu aussi des différences de comportement des sociétés de gestion de SCPI face à une même évolution des taux et une même évaluation à la baisse des patrimoines, où certaines ont décidé d'aller bien au-delà de la première baisse d'évaluation des patrimoines et d'acter des baisses de prix de part, même certaines 2 fois, pour aller jusqu'à 10 ou 15% de repli. Donc face à cela, le meilleur choix pour l'épargnant ou pour le conseiller, c'est d'utiliser la granularité de la SCPI et de se dire en 2024, j'ai tout intérêt à avoir un portefeuille diversifié de SCPI. Aucun investisseur aujourd'hui n'irait dire je vais acheter une action ou j'irai acheter une SICAV. Il va gérer un portefeuille diversifié. On va pouvoir faire la même chose en SCPI. D'accord. En se disant qu'on peut avoir des SCPI thématiques très spécialisées sur des secteurs plus résilients, santé, hôtellerie par exemple en ce moment. Et puis on peut aussi comprendre assez facilement qu'il fallait mieux ne pas avoir investi en commerce avant le Covid, qu'investir dans du bureau en période où le télétravail se développe, ça pouvait être dangereux. Et donc en fait, la SCPI qui faisait un petit peu tout, la SCPI décathlonienne, peut-être que ce n'est pas la meilleure solution. À une époque où on parle beaucoup de Jeux Olympiques sur le sol français, la SCPI décathlonienne, c'est pas la meilleure du coup. Il vaut mieux la SCPI qui sprint ou... Si vous prenez un champion de décathlon, c'est un sportif exceptionnel, mais intrinsèquement, il sera battu dans chacune des disciplines par un spécialiste de la discipline donnée. D'accord. Donc il vaut mieux avoir un panier de disciplines différentes plutôt qu'une SCPI qui fait tout, c'est ça ? Ce sera certainement plus pertinent, plus efficace. Parmi les disciplines de décathlon, il y a certaines qu'il va falloir aussi abandonner. Si je poursuis sur les comparaisons olympiques, on peut avoir le saut à la perche qui était la SCPI à effet de levier. Vous prenez Armand Duplantis, vous lui retirez sa perche à 5 mètres et vous lui donnez une perche qui fait 2 mètres de haut, même si c'est un champion, il ira beaucoup moins haut. Bien sûr. Donc la SCPI qui a bâti ses performances passées sur un effet de levier massif, elle n'est pas sélectionnée en ce début d'année. Vous pouvez aussi regarder parmi les SCPI selon le comportement de l'année 2023 et vous dire est-ce que je préfère investir dans une société de gestion qui a su jusqu'alors préserver l'intérêt des anciens associés, ou est-ce que je préfère aller vers une société de gestion qui a fortement baissé son prix de part pour la rendre attractive pour de nouveaux associés, mais peut-être en oubliant qu'un nouvel associé allait très vite devenir un ancien associé. Donc pour continuer l'analogie, plutôt que d'investir dans un athlète décathlonien, investissez plutôt dans l'équipe de France. Il y a toutes les disciplines. Ce sera beaucoup mieux, et au mieux peut-être investir dans un champion de triathlon. D'accord, ok. La société de gestion de SCPI a un triple défi, gérer une crise de liquidité, s'adapter au changement de cycle et être pertinent dans la course de fond et la gestion qu'impose cette course de fond. Merci beaucoup Vincent Dany d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine nous détailler les enjeux en matière d'investissement en SCPI en 2024 avec toutes ces symboliques sportives. Merci beaucoup, je rappelle que vous êtes le président de Savignan. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart.